Yves Michaud est originaire de Saint-Hyacinthe, une ville qui a incarné au cours de ce siècle la résistance aux idées conservatrices avec des politiciens comme T.D. Bouchard, anticlérical et adversaire acharné de Maurice Duplessis. Le Clairon de Saint-Hyacinthe, que ce dernier a fondé, où mon invité a fait ses classes, était un journal de combat. Yves Michaud a donc été journaliste, puis député du Parti libéral dans les années 60, parti qu'il a quitté quelques années après son grand ami René Lévesque, avec lequel il a partagé le rêve indépendantiste. Puis, il fut délégué du Québec à Paris. Depuis quelques mois, il s'est trouvé une autre cause. Il est devenu le pourfendeur des banques et des banquiers. Voici donc l'entretien avec un trouble fait qui refuse d'être mis à la retraite. Yves Michaud, vous avez publié dans les années 60 un recueil de textes qui s'appelait « Je conteste ». Donc, ce n'est pas d'hier que vous contestez. Non. Mais est-ce que le fait d'être né à Saint-Hyacinthe, et vous avez vécu et fait vos études à Saint-Hyacinthe, Saint-Hyacinthe est une ville où on contestait également, historiquement? Saint-Hyacinthe, c'était le haut lieu au début du siècle avec le sénateur T.D. Bouchard, qui avait fondé le Clairon en 1911, presque en même temps que le Devoir. C'était le haut lieu de l'affrontement entre les radicaux, ceux qui étaient en faveur de la séparation de l'Église et de l'État, qui étaient anticléricaux, oui, et les pro-cléricaux. Alors Saint-Hyacinthe a toujours été un haut lieu de ferment de la discussion politique. Et probablement que M. Bouchard, à qui j'ai succédé comme directeur du journal Le Clairon, qui est une personnalité qu'on a oubliée dans la vie politique québécoise. Une personnalité flamboyante. Ah, flamboyante, qui était chef de l'opposition en 36 et 39, alors que M. Duplessis était au pouvoir. Et le vote des femmes, par exemple, je pense que ça va vous intéresser, c'est grâce à Lucien... non, je disais Lucien, j'ai de ces lapsus. En tout cas, le patronyme est le même, mais à Télésphore, Damien Bouchard. Parce que M. Godbout est allé voir le cardinal Villeneuve, il a dit, si vous ne me donnez pas le droit de vote aux femmes, je démissionne, puis vous aurez T.D. Bouchard comme premier ministre. Alors, le cardinal Villeneuve, tout de suite, dit non, 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 non. Alors, pour revenir à Saint-Hyacinthe, c'était un haut lieu de la discussion politique. Est-ce que dans votre famille, on discutait politique? Est-ce que vous avez été élevé dans une atmosphère comme ça? Mon Dieu, oui, j'ai entendu les rumeurs de la discussion politique dans mon berceau. C'est-à-dire que dans la famille, on se réunit, tous mes oncles se réunissaient, et c'était tous des libéraux. Mon père était Union nationale, était pro-Duplessis. Ça faisait des chicanes. Ma mère disait toujours à mon père, toi, puis ton Maurice Duplessis avec son grand nez, etc. Alors j'ai été mariné un peu dans la vie politique. J'ai un peu comme les cornichons dans un saumur. J'ai été mariné là-dedans. Et le dimanche soir, c'était toujours la discussion politique. Mais si je comprends bien, vous n'avez pas suivi votre père, parce que vous avez été libéral aussi. Votre père Union nationale, parce que vous avez été un libéral jusqu'en 1970. Erreur de jeunesse. 73, devrais-je dire. Non, la jeunesse a duré longtemps. Non, j'ai été député libéral de 1966 à 1969, alors que j'ai siégé comme indépendant, après avoir démissionné lors de la loi 63, ce qu'on appelait le Bill 63. Vous savez, cette loi-là, félonne scélérate, qui visait à donner le libre choix des immigrants qui arrivaient au Québec, c'est-à-dire une loi assimilatrice. Alors, j'ai quitté le Parti libéral. Le choix de la langue. J'ai siégé comme indépendant. Oui, c'est toujours le même débat. J'ai fait la même chose au Congrès du Parti québécois il y a quelques mois. Je répète toujours la même chose depuis 30 ans. Alors, c'est pas nouveau, ça, pour moi, la défense de la langue. Oui, mais vous avez quand même été libéral plus longtemps que votre ami René Lévesque. Vous ne l'avez pas suivi, lui, quand il a quitté le parti. Ah non, moi, j'étais libéral longtemps. J'étais à partir des années 1950. Je dirigeais un journal, le Clairon de Saint-Hyacinthe, qui était en opposition à M. Duplessis. À l'époque, il y avait à peu près 2 ou 3 journaux aux journalistes qui étaient contre la dictature césaro-cléricale de Duplessis. Il y avait Georges-Émile Lapalme, il y avait Jean-Louis Gagnon, puis il y avait moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être invité à la télévision, au tout début de la télévision, dans les années 50, parce qu'ils ne trouvaient pas de libéraux contre l'omnipotence de M. Duplessis. Oui, vous dites, ça fait 30 ans que je mène le même combat. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que les choses se répètent beaucoup? Vous savez, l'histoire ne se répète pas, elle balbutie. Et je pense que Oliver Asselin, dont j'ai lu le livre, qui est extrêmement intéressant, je me retrouve un peu dans ce livre-là, avec la vie d'Oliver Asselin, par Hélène Pelletier-Bergeon. Et on dit exactement les mêmes choses qu'au début du siècle, ce qu'on disait au moment de la Confédération, les libéraux, les castors, les rouges, etc. Oui. Et on dit exactement la même chose. Mais Yves Michaud, vous n'avez jamais été un vrai politique. On a l'impression qu'il y a toujours un éclat de rire quand il s'agirait tout à coup de prendre ça au sérieux. Oui. J'ai toujours, moi j'ai fait 3 métiers. Le journalisme,
la fonction publique et la diplomatie. Le journalisme m'a appris à aimer les hommes, la fonction publique à m'en méfier et la diplomatie à en sourire. Alors c'est un peu ma carrière résumée là dans une petite coquille de noix. La politique comme le pouvoir m'intéresse pas beaucoup, moi. Hein. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez à personne. Bien sûr. Oui. Je ne suis pas un orgueilleux. Je suis un petit peu vaniteux. Oui, ça, on savait déjà quand on vous connaît. Je ne suis pas seul dans ce cas-là, hein, j'ose pas vous regarder. Mais, les femmes ne sont pas vaniteuses, c'est réservé aux hommes, ça. Mais vous savez, la vanité, c'est la coquetterie de l'orgueil, c'est un petit bémol. Les orgueilleux veulent changer le monde, ils veulent avoir le pouvoir, etc. Alors que la vanité, c'est vraiment un orchidée, c'est une petite fleur que l'on ajoute sur l'orgueil. Je trouve que c'est le défaut le plus agréable qui soit. Et bon, alors je dis ça, donc je ne suis pas orgueilleux, donc pour moi le pouvoir ne m'intéresse pas beaucoup. L'exercice du pouvoir, je ne trouve pas de satisfaction gratifiante dans l'exercice du pouvoir. Oui. Accompagner par ailleurs ceux qui sont là, être l'éminence grise, une sorte d'éminence grise, pas qui se grise, mais grise, parce qu'il y a déjà eu des éminences qui se grisent. Oui, mais il y en a, oui, mais on peut se griser aussi certains soirs quand même. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé de ma vie, je ne me souviens pas de m'être saoulé, si vous voulez. Je me suis grisé, je suis allé aux frontières, à la limite et à la lisière de la griserie, mais parce que j'aime le vin, eh ben, un amateur de bon vin ne se saoule jamais, c'est-à-dire qu'il ne se grise pas outre mesure, parce qu'il perdrait le goût du vin. Oui. Votre ami René Lévesque était un orgueilleux. Les gens ont le sentiment, parce que vous avez été ami avec lui jusqu'à la fin de sa vie tout de même, les gens ont le sentiment, quand on est près de quelqu'un qui est au pouvoir, qu'on ne parle que politique avec lui. Or, c'était exactement le contraire avec Lévesque. Je veux dire, vous ne parliez pas de politique tout le temps. Vous étiez celui avec lequel il se détendait, non? Presque jamais. Presque jamais. Oui, on en parlait quand j'étais délégué général à Paris pour des dossiers. Mais quand on allait en vacances ensemble, c'était très rare que l'on parlait de politique. Hein. René Lévesque était un connaisseur de la littérature américaine, alors que moi, dans ce domaine, je suis plutôt béotien primaire. Alors, c'était un homme, dans la vie privée, d'une tendresse qu'on ne voyait pas dans la vie publique, hein, parce qu'il était plutôt dur, puis il envoyait souvent sur les roses les gens rapidement, etc. Mais il était d'une tendresse pendant les vacances, il préparait des petits cocktails, il préparait des petits fours, etc. Et ma femme et moi, on passait des vacances avec lui, on a passé des vacances à Cape Cod, toujours dans des petits lieux misérables d'ailleurs, je sais pas moi, 50 $ la nuit, parce que il était frugal dans le fond, hein, il s'est jamais enrichi, hein, il est mort. Bon, pas très riche, en tout cas, pas pauvre. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme un peu suranné? Je trouve le mot joli. Je trouve le mot joli, suranné. Mais en même temps, je pense que je suis d'une extrême modernité. Écoutez, je ne cherche pas les causes, ce sont les causes qui me trouvent. Mais enfin, là, vous en avez, par exemple, cette cause sur les banques, vous l'avez quand même un peu cherchée, je veux dire. Pas du tout, je ne l'ai pas cherchée, elle m'est tombée dessus. Oui, d'accord, mais enfin, elle n'existe pas, elle n'a pas un cerveau, elle ne vous a pas téléphoné. Presque, par le fruit du hasard, par le concours des circonstances, ma femme a été victime, là, de manœuvres plutôt, je ne les qualifierais pas, parce que je n'ose pas être cité en mépris de cour, maintenant que je fais du droit par la bande, et puis que je suis un peu avocat honoris causa. Alors, c'est par hasard que je suis arrivé à m'intéresser à cette affaire de la loi des banques. Mais je dis que les causes me trouvent, moi. Hein? Je suis vice-président de la Fondation Lionel Groulx. Bon, on vient de me demander, là, j'ai pas sollicité ça, moi, hein? Notre maître à penser. Bon, je pense que là, je peux rester à rendre service. Mais, oui. Est-ce que vous diriez que vous êtes un dilettante de la politique? Oui. Encore là, le mot peut prêter à sourire, parce que dilettante, ça ne fait pas très sérieux. Oui, mais vous faites sourire, vous le savez quand même. Je prends la politique au sérieux. Oui. Si je fais sourire, c'est peut-être... il y a quelque chose d'indéfinissable en moi qui fait que j'ai peut-être une sorte de faconde, une sorte de dilettantisme, à la fois dans l'expression et dans la parole, qui fait sourire les gens, mais on ne se changera pas. C'est pas à mon âge que je vais essayer de modifier une image qui est là cristallisée par la presse, puisque vous en parlez vous-même, alors on va la laisser intacte. Oui, mais justement, vous parlez de votre âge, qui n'est pas très grand quand même, mais enfin, qui n'est plus très jeune non plus. Je suis rendu à un âge où je ne vis plus que de la mémoire de mes anciennes luxures. Mais vous m'avez dit ça déjà il y a 10 ans, je crois. Oui, mais mon sang coule plus sage dans mes veines, et puis je vis doucement avec mes vieilles peines. Oui. Vous en avez eu beaucoup?
Beaucoup, ben, quelques-unes, quoi. La mort d'une petite fille, par exemple, à 8 ans, qui m'a beaucoup marqué. Hein. Qui était votre petite fille, vous étiez son grand-papa, oui. Ouais, j'étais le grand-père, et que je l'aimais beaucoup. Bon, les amis, la plus grande peine que j'ai eue, c'est il y a quelques semaines, avec la mort de Gaston Miron, qui venait ici, là où vous êtes, manger à cette table, et la mort de Gaston. Et je m'aperçois là, que les gens qui sont autour de moi, moi je joue encore au tennis, puis tout ça 2 fois par semaine, mais que les gens qui sont autour de moi là, quittent pour un monde que l'on dit meilleur, enfin on verra, on ne sait pas. Mais oui, j'ai eu des peines. Mais j'ai eu beaucoup plus de joie que de peine, il faut le dire. Hein. La vie m'a gratifié, m'a comblé. Mais ce qui est formidable, c'est justement qu'à cet âge, vous êtes dans la soixantaine maintenant, tout à coup on a l'impression que vous reprenez du service et que ces combats que vous menez, en plus vous gagnez, jusqu'à maintenant vous avez gagné avec les banques quand même, c'est quand même formidable. Vous êtes un des hommes, on disait il y a quelques semaines que vous êtes un des hommes les plus connus du Canada anglais actuellement à cause de ces causes. Vous reprenez du galon et c'est quand même formidable à l'heure où autour de vous on prend la retraite. Ben, j'ai gagné, vous savez, bon, je vais faire un peu de modeste, là, encore que l'humilité n'est pas une vertu avec laquelle j'entretiens des relations particulièrement étroites. Et Nietzsche a dit, la modestie, les gens modestes ont souvent de fort bonnes raisons de l'être. C'est ça, c'est Churchill aussi a dit ça, oui. C'était Nietzsche quand même. Il dit exactement la même chose. Je vais être un peu modeste. Si j'ai gagné devant les banques, c'est parce que j'avais une bonne cause et que les banques avaient une mauvaise cause. Vous savez, en droit, c'est facile. Hein? Quand vous avez une bonne cause, ben, la justice, c'est souvent le bon sens, le sens commun et le reste. Alors, mais il est vrai que cela a créé un émoi dans tout le Canada, particulièrement dans le Canada anglais. C'est ça qui m'a le plus surpris. J'ai eu des téléphones de partout dans le Canada anglais. Et pourquoi? Parce que je répondais en entrevue au poste de radio, à la télévision anglaise, écoutez, vous, les Canadiens anglais, vous êtes beaucoup plus familiers, et vous êtes beaucoup plus initiés, qui est un petit anglicisme, là, avec le monde des affaires. Vous avez été au maître pendant 200 ans, vous connaissez les tenants et les aboutissants de la vie financière, alors que nous, on commence justement à peine à maîtriser, là, hein, depuis 20 ans, la Révolution tranquille, etc. Vous nous avez enlevé la traite des fourrures lors de la conquête, puis vous avez pris les commandes de toutes les institutions et les sociétés. Alors maintenant, ben, c'est à nous, mais c'est ça qui a créé la grande surprise venant d'un inconnu, si vous voulez, du Québec, qui fait une révolution dans le monde des institutions financières et des banques. Alors là, c'est surpris. Yves Michaud, vous avez toujours défendu, vous l'avez dit, le statut de la langue, mais vous vous appliquez à la bien parler. Or, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a au Québec une sorte de méfiance vis-à-vis ceux qui parlent trop bien comme vous? Ça existait il y a une vingtaine d'années, je ne crois plus que cela existe encore, hein, parce que la langue que je parle est la langue normale, du français normatif que vous parlez vous, que je parle, que tous les gens de Radio-Canada, et que tous les journalistes à peu près parlent, encore qu'ils l'écrivent plus ou moins bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé Radio-Canada, là. Comment ça? Ben oui. Ben, je regarde à peu près toujours Radio-Canada, mais je pense que la langue qui est écrite, la langue qui est parlée est à peu près correcte. Il y a des solécismes, il y a des anglicismes assez souvent, ou quelquefois des barbarismes. Mais il y a un plaisir. Je veux dire, vous jouez avec la langue, vous y prenez un plaisir. C'est un de vos plaisirs dans la vie tout de même. Il m'arrive souvent qu'entre deux mots, je ne choisis jamais le moindre. On me le reproche souvent, d'ailleurs. Hein? Mot MOTS, bien sûr. Hein? Oui, bien sûr. On me le reproche souvent. Mais il est vrai que j'aime les mots, que j'aime la langue, que j'aime la correction. Pour moi, c'est une musique. Hein. J'aime... Et souvent, ça m'a fait des ennemis. Hein. Oui, mais justement. Ça m'a fait des ennemis parce que pour un bon mot, je pourrais dépasser certaines limites, je ne dirais pas de la politesse, mais certaines limites de la correction, seulement pour un bon mot. Et de votre pensée, j'imagine, aussi. Édouard? Et de votre pensée aussi, parfois, juste pour le plaisir De ma pensée, non. De ma pensée, non. Il est rare que j'ai dépassé ma pensée. Ce que je dis, d'abord, je le pense toujours, mais je ne pense pas dépasser ma pensée, ça m'est jamais arrivé. Je n'ai jamais été outrecuidant, si vous voulez. Je n'ai jamais offensé personne. Je respecte beaucoup les personnes. Vous savez, je tiens beaucoup aux idées et les principes dans ce fameux combat des banques. Là, on parle de M. Bérard, moi je le trouve plutôt sympathique, hein, à sa grande surprise d'ailleurs, pas la mienne. Mais je défends des principes. Je défends pas, c'est pas des arguments ad hominem, c'est-à-dire dirigés contre les hommes, ou les femmes. Justement, est-ce que vous n'avez pas toujours été comme ça? C'est-à-dire que, au fond, vous n'étiez pas d'accord avec les gens, mais vous étiez capable d'entretenir des rapports avec les gens. Or, on pense que quand quelqu'un a choisi son camp,
qu'il est incapable de fréquenter les gens du camp d'hiver. Ce n'était pas votre cas, tout de même. Oh non, pas du tout. Moi, j'ai des ennemis ou des adversaires avec lesquels j'entretiens d'excellents rapports. Par exemple, dans le Parti québécois, version des années 70, 73, etc., alors que j'étais directeur du Jour. Je trouvais que c'était un parti méchant. Qui était le journal indépendantiste. Qui était le journal indépendantiste que j'ai fondé. Alors, je trouvais que le Parti québécois était un parti méchant, qui était un parti difficile, idéologique, un peu vicieux d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait des gauchistes qui s'étaient infiltrés, puis il y avait des maoïstes, c'était la mode à l'époque. Et je me référais au Parti libéral. Le Parti libéral qui est un parti d'assiette au beurre. Hein. C'est un parti qui n'a pas d'idéologie, alors si tout le monde a sa petite mode de beurre, tout le monde est content. Et il n'y avait plus de fraternité. Il y avait plus, des gens étaient plus amicaux dans le Parti libéral que dans le Parti québécois. Ça existe encore un peu, ça. Hein? Le Parti québécois, c'est dur, les débats dans le Parti québécois. Vous l'avez senti récemment, puisque vous avez participé à ces débats-là. Ah ben il y a des gens qui vous ont haï, tout de même. Hein? Oui. Haï, je ne pense pas, qui m'ont trouvé ennuyeux, pour ne pas utiliser un mot qui est de la même consonance, avec deux M, là. Mais je ne pense pas que je me suis fait tellement d'ennemis. Bon, moi, j'ai voté la confiance à Lucien Bouchard, mais j'étais contre lui sur la question linguistique. Hein. J'étais contre la position du gouvernement. Alors, quand j'ai vu... c'est ça qui a fait... et j'ai battu en atelier hein, la position gouvernementale, puis voilà, ça a créé un peu de remous. Yves Michaud, est-ce que vous en seriez rendu dans vos croyances politiques à croire davantage à la langue et à la culture qu'à l'indépendance comme telle? Parce que vous êtes un homme qui défendait d'abord la culture, vous. Vous êtes plus culturel que politique. Ah oui, ben, c'est évident. Écoutez, la langue est le fondement de la nation pour moi. Ce qui crée une cohésion nationale, c'est d'abord la langue, les valeurs de solidarité, la culture, l'histoire et tout ça. Vous savez, la souveraineté, ça n'est qu'un moyen. Et la souveraineté, c'est tout simple. C'est la capacité pour un peuple de décider lui-même des conditions de son interdépendance. Alors, il est vrai que pour moi, la langue, c'est prioritaire. C'est le fondement même de la nation. Si on s'attaque à ça, ben, c'est plus nécessaire d'être souverainiste. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas trouver les mots pour le dire? Cela m'arrive. Il m'arrive de trébucher. Une question difficile à répondre, ça. Hein? Trouver les mots pour le dire. Le mot juste. J'ai mis 67 ans de ma vie à essayer de le trouver. Mais la plupart du temps, je pense que je me débrouille assez bien et que je trouve le mot qu'il faut pour le dire. Et qu'est-ce qu'est le silence pour vous? Le silence, pour moi, le silence me gêne. Et pour beaucoup, c'est la contemplation. Et le silence, pour moi, c'est l'ennui. Parce que je n'ai pas la musique de la parole. Et je ne suis pas un être silencieux. Et j'aime pas faire beaucoup d'introspection. Je n'ai rien de monacal, rien d'ascétique. Au contraire, j'ai plutôt un côté ludique, si j'ose ainsi m'exprimer. Alors, le silence, pour moi, me gêne. Les silences, ça c'est autre chose. Si vous le mettez au pluriel, je trouve que dans la conversation, les silences sont des pauses extrêmement agréables. Oui. Autrement dit, toute votre vie, votre angoisse, ça a été l'ennui. Vous aviez peur de vous ennuyer. Peut-être que c'est pour cela que les causes viennent à moi, là, que je livre des combats David et Goliath, titanesques. Et Guillaume d'Orange disait, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Et puis j'aime bien les causes perdues d'avance, moi. Hein. Je n'invoque pas Saint-Jude, le patron des causes désespérées, mais j'aime assez les causes difficiles et perdues. Et je ne cours pas vers elles, mais elles viennent vers moi, alors je suis obligé de les épouser. Oui. Est-ce que l'image qu'on a fixée, comme vous dites dans les médias de vous, est-ce que ça vous ennuie? Parfois. Parfois, Michaud, il n'est pas sérieux. Parfois, parce que ça de moins en moins, là, parce que... Oui, là, évidemment. Avec l'âge, hein, c'est-à-dire, les gens disent ça, il n'est pas sérieux, parce que souvent, ils sont déconcertés par la parole. René Lévesque parlait à l'Assemblée nationale, souvent il massacrait le français, etc. Alors lui, il envoûtait les gens. Moi, je parlais, et je pense que mon discours était extrêmement correct, mais on se laissait bercer par la musique de ma parole, et j'étais moins convaincant que René Lévesque pouvait l'être. Alors, est-ce que... Mais René Lévesque voulait changer le monde, ce qui n'a jamais été votre cas. Moi, je ne veux pas changer le monde, mais j'aimerais ça qu'il se transforme. Ce qui n'est pas la même chose.
Changer le monde, c'est bouleverser, c'est de faire des révolutions, mais qu'il se transforme, et surtout dans le monde actuel dans lequel nous vivons, hein, la globalisation, la tyrannie du marché, on n'entend que ça, mais on n'entend que les questions économiques, mais le monde n'est pas ça, le monde est aussi culture et langue et société, le monde est passion.